qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces mouvements de contestation, dans tous ces mouvements populaires et révolutionnaires? Je puis répondre qu'il s'agit d'une protestation de la nature contre ce qui est artificiel, c'est-à-dire ce qui a été imposé dans des conditions qui ne sont pas seulement des conditions non démocratiques, mais plus que cela, qui ne correspondent aucunement à la nature, disons, géopolitique des pays en question. Je prendrai cet exemple de Bahreïn. Il me souvient qu'en 1971, 70-71, lors de la constitution de cette monarchie, c'est-à-dire lorsque les Britanniques ont voulu, disons, faire entrer dans le concert des nations cet État, il avait été question d'organiser un référendum. C'était une des conditions nécessaires, une des conditions, disons, de légitimation de l'État. Et à cette époque-là, il y avait une crainte qui était entretenue par les puissances britanniques et autres d'une influence de l'Iran. Nous étions à l'époque du Shah, mais on disait qu'il y a un poids de l'Iran, un poids du chiisme sur Bahreïn. En réalité, c'est comme me le faisait observer à Paris un de vos compatriotes qui a justement eu sa thèse de droit à Toulouse, le professeur Seyed Mohamed Tabatabaï, qui était jusqu'à présent votre conseiller culturel à Paris. Ce référendum donc n'a pas eu lieu, ce qui invalide entièrement la situation politique de Bahreïn. C'est-à-dire que nous n'avons... on pourrait comparer ceci par exemple à l'entité sioniste. Quand elle s'est engagée à l'ONU pour figurer dans le concert des nations, elle a dû signer un engagement comme quoi elle autoriserait le retour des réfugiés chez elle, sur l'initiative du comte Bernadotte. Ceci, elle ne l'a pas fait. Donc, l'entité sioniste a donc invalidé, par son action, ce à quoi elle avait droit. C'est-à-dire que c'est elle-même qui a renié son propre droit, voyez-vous, de figurer dans le concert des nations. Or, à chaque fois qu'il y a ainsi une attitude contre nature, voyez, les conséquences, à plus ou moins longue échéance, au bout d'une génération par exemple, se font sentir. C'est-à-dire qu'à Bahreïn, nous n'avons pas simplement affaire à une contestation d'une majorité contre une minorité qui détiendrait le pouvoir. Nous avons affaire à une protestation naturelle, populaire, contre un état de fait qui a été imposé au futur, à la destinée de ce pays. Qu'est-ce que Bahreïn aujourd'hui? J'ai une correspondante à Bahreïn depuis de nombreuses années, déjà depuis près de 20 ans, et ce n'est définissable que comme une base militaire américaine. Cette base militaire américaine, qui est la marine américaine, vous savez que le principal objet de la marine, c'est l'espionnage, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est la marine qui est, disons, la concrétisation de l'intelligence, du renseignement. Eh bien, elle ne veut pas perdre Bahreïn. C'est pour ça que dans toutes les manifestations que vous avez vues dans le monde arabe, c'est celle de Bahreïn qui a été réprimée impitoyablement sur les ordres même de ceux qui occupent cette base militaire. Car Bahreïn n'a pas de réalité politique, il n'a qu'une réalité militaire. J'ai entendu à la BBC immédiatement avant-hier le ministre des Finances, M. Al-Khalifa, nous dire que, en protestant contre les calomnies contre son pays, qu'il y a eu un pacte de démocratie fait il y a quelque temps par le gouvernement. Mais ces pactes ne tiennent pas, car, voyez-vous, c'est la base même du pays qui doit être remise sur ses pieds. C'est-à-dire que jamais le peuple bahreïni n'a eu droit à la parole. Quand je parle à ma correspondante, par exemple, de l'Iran, elle me dit qu'il est interdit chez nous, il parle comme arabe coopérante, il est interdit chez nous de pouvoir prononcer le nom de l'Iran à Bahreïn. Pourtant, nous avons beaucoup de relations, mais disons qu'il y a une sorte de terreur, il y a une sorte, disons, d'excitation organisée par le gouvernement et naturellement par ceux qui ont intérêt à la prolongation de cette base dirigée contre l'Iran, naturellement, il n'y a pas d'autre sens. Il y a donc, voyez-vous, dans ce point très sensible de la contestation actuelle, ce point de Bahreïn, voyez-vous, doit être mis en avant car c'est, disons, la limite même de la contestation que tolèrent les Américains. Le Moyen-Orient est aux prises avec un mouvement de contestation sans précédent. Alors, les États-Unis, les pays occidentaux ne s'y attendaient pas. Une fois les révolutions produites, les révoltes produites, les États-Unis, les pays occidentaux ont tenté, bien sûr, de canaliser, d'orienter, de diriger ces mouvements dans le cadre de leurs propres intérêts.
Autrement dit, de canaliser justement ces mouvements de contestation. Et l'intéressant, c'est que la plupart des pays où les mouvements de contestation surviennent et sont survenus, c'est-à-dire les dirigeants de ces pays ont des liens, sont des dirigeants dictatoriaux, des dictatures qui ont des liens avec les États-Unis. Oui. Donc nous avons un changement de rapport de force dans la région actuellement. Les États-Unis, les pays occidentaux en général, ont adopté une position dualiste. Jusqu'à hier, ils défendaient ces dictatures. Aujourd'hui, ils appellent à la démocratisation de ces dictatures. Oui, en effet. Et il y a d'autre part cette volonté populaire. Jusqu'où va continuer ce bras de fer entre ces deux volontaires? Eh bien, j'apprécie beaucoup votre présentation parce que vous avez parlé, en somme, d'un concept qui est celui d'hégémonie, mais qui est mal appliqué, justement. Vous avez raison de dire que les États occidentaux, en particulier en premier l'Amérique et l'entité sioniste, ne sont pas là pour pouvoir conduire des peuples, ce que signifierait le terme d'hégémonie, dans un progrès déterminé, comme ils veulent le faire entendre. Non, en fait, ils réagissent à l'existence des peuples. C'est pour ça qu'ils ont pris, comme on dit, le train en marche. Ils ne cherchent pas du tout à améliorer le sort des populations, comme par exemple dans des empires anciens, certaines nations qui étaient mieux équipées que d'autres ont pu le faire. Ce qui a été le cas de l'empire d'Iran dans l'Antiquité, etc., ou de l'empire germanique chez nous, ou de l'empire russe. Non, ce sont en réalité des États qu'on pourrait dire prédateurs ou qui veulent, disons, parasiter les États arabes. Dès que les États arabes ont eu leur indépendance après la guerre de 14, ils ont été soumis à une observation, disons, britannique. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui ont, disons, pris le relais de l'Angleterre. Le mouvement des peuples, lui, est un mouvement progressif par définition. C'est-à-dire que la progression pour lui vient de ce qu'il prend conscience de la nature de son présent actuel. Il le trouve insatisfaisant, il appelle, disons, et c'est cet appel qui fait une sorte de solidarité populaire et dans le monde arabe, solidarité internationale. C'est la première fois en effet que nous voyons une telle solidarité, tout au moins à partir de l'Algérie, jusqu'à la Jordanie. Je crois que nous allons assister maintenant à une période de plus en plus affirmée de réaction de la part des États, qu'on dit occidentaux, de l'entité américano-sioniste. Et ceci, je l'ai déjà dit, s'est manifesté à Bahreïn et se manifestera surtout, je le dis très rapidement, en Jordanie. Car en Jordanie, il y a un plan. Comme Pascal parlait chez nous d'une pensée de derrière la tête. Eh bien, il y a une pensée de derrière la tête de tous les observateurs depuis 1947 ont voulu mettre en avant, mettre en évidence, c'est de transformer ce royaume de Jordanie, voyez-vous, en une sorte de fausse Palestine. Vous savez que j'ai visité la Jordanie, 70% à peu près des habitants sont des réfugiés palestiniens, et la coalition de la gauche et de la droite israélienne, depuis Cohn-Bendit, qui disait que sa mère était une sioniste de gauche, jusqu'à M. Elie Wiesel et autres, c'est de dire aux Palestiniens, mais enfin, vous avez une patrie, votre patrie est en dehors de chez nous, à savoir nous voulons rester propriétaires. Si jamais les démocrates jordaniens cèdent à ce piège, ils ne feront qu'étendre la marée sioniste, c'est-à-dire que celle-ci, justement, au lieu de frapper sur la bande de Gaza, de frapper sur la Cisjordanie, débordera, voyez-vous, et leur but, c'est d'asservir définitivement l'ensemble du monde arabe. Nous avons affaire à une révolte d'ensemble, et donc à une réaction d'ensemble, voyez-vous. C'est justement là, à notre avis, le bénéfice, disons, à travers ces morts, à travers ces martyrs, de l'évolution de cette situation jour par jour, voyez. C'est, disons, dans ce sens, c'est, disons, on pourrait dire que c'est la raison dans l'histoire qui se manifeste maintenant. Chez les Américains et les sionistes, c'est-à-dire ceux qui ont créé cette culture américaine et l'ont imposée au peuple américain, il y a une méconnaissance du fait spirituel, de ce que Foucault, par exemple, chez nous, parlait de spiritualité politique.
Ils veulent tout réduire et réduire l'activité de leur peuple à des normes économiques strictes, entièrement déracinées de tout ce qui constitue la nature. Et ce qu'ils n'ont pas vu, et en revanche, ce qui les effraie, c'est la durée de la révolution islamique d'Iran. Et j'entends par durée de l'Iran le fait que, ce faisant, l'Iran a pu affirmer qu'il y avait un être. C'est-à-dire que l'être iranien, voyez-vous, était une sorte de référence constante par son identité, voyez, à l'ensemble d'autres peuples qui, soumis à des conditions, avec des caractères différents, voyaient la possibilité d'une durée. Or, aujourd'hui, ce qui fait l'assise de tous ces mouvements, c'est une revendication qui n'est pas un objet déterminé. C'est une revendication qui est profonde parce que elle est, disons, presque métaphysique. Elle est une question, nous voulons exister, c'est-à-dire nous voulons un être arabe, nous voulons vivre comme des Arabes, nous ne voulons pas, disons, être transfigurés, transformés dans une autre idéologie. Et je crois que ce non pas la recherche de quelque chose, mais l'affirmation de soi, vous savez, a été à l'origine de toutes les grandes révolutions durables. Nous avions en philosophie le grand philosophe Fichte, qui est mort d'ailleurs d'un acte de charité en soignant les malades. Fichte a écrit un discours à la nation allemande. Il a dit « La nation allemande, la nation philosophique en Allemagne ne cherche pas, disons, un régime idéal. » qui ne peut pas d'ailleurs dire être sur terre. Elle veut simplement s'affirmer comme être. Et c'est le sens de tous les mouvements d'émancipation arabe. Cela l'a été dans les générations précédentes, mais ils ont été ou dupés, ou disons enfermés, ankylosés, si je puis dire, par la présence d'une entité étrangère, entité sioniste. Aujourd'hui, justement, notre correspondant de Beyrouth a bien dit que cette affirmation de l'être en Turquie, de l'être turc, de l'être iranien, est une sorte de mouvement. C'est comme un principe d'identité qui permet un devenir. Un devenir sans principe d'identité, c'est un bouillonnement sans fin, voyez-vous. Tandis que là, nous sommes au contraire dans une sorte d'océan, si je puis dire la métaphore, qui porte justement les espoirs, l'énergie du peuple arabe. Et je dois dire que ce peuple arabe-là ne peut se développer, aujourd'hui se libérer, que par la résurrection de cette Turquie, d'une part, et aussi grâce à, c'est ce que vous disiez, justement, cette identité de la révolution islamique à travers le temps. Alors, la donne régionale a complètement changé. Il y a également un changement de rapport de force dans la région. Bien sûr, en raison de ce déferlement de vagues de protestations populaires, de soulèvements révolutionnaires des nations de la région. Alors, tout cela va finir, comme on voit à l'horizon, par le renforcement du front de la résistance. Oui. Et après ce renforcement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que donnera justement ce renforcement? D'abord, un plus grand courage au peuple palestinien de résister, justement. Je crois que la foi des peuples musulmans sera accrue, si on entend aussi par la foi la patience de vivre et de lutter. C'est celle-ci qui est un exemple aussi à donner à la jeunesse. La jeunesse participe à ce mouvement, à cette lutte. Pendant des années, les nations arabes ont vécu avec patience. Maintenant, c'est un fruit. C'est le fruit de la patience, voilà, disons. Ça. Et je dirais que, bon, deux choses. Une, je rappellerai, beaucoup de nos amis le savent, cette formule de l'imam Khomeini, que si chacun versait un seau d'eau sur l'entité sioniste, évidemment, celle-ci périrait, celle-ci disparaîtrait, et celle-ci s'évanouirait comme un cauchemar. Et je dois dire que le second, c'est que il n'est plus possible aujourd'hui pour justement ce milieu américano-sioniste d'isoler un pays, voyez-vous, au sein même de ses adversaires, et de fabriquer contre lui une coalition. Ceci a été tenté dans plusieurs guerres, mais je crois que maintenant il y a un sentiment, non pas international, le sentiment que la nation musulmane quand même doit lutter pour son existence et qu'elle est un organisme réel. Je crois que cette succession de révolutions démontre justement qu'on a vraiment affaire à un corps avec l'excitation, avec le magnétisme, disons, de ce corps. Et je crois que c'est cela qui est sur le plan matériel et sur le plan spirituel, un acquis irréversible.